Non, je suis bien, ne vous inquiétez pas. 1, 2, 3, 4. Vas-y, comme ça t'en as un, moi j'ai pas besoin. Pour lire. Ah, très bien. Je pense que tout le monde est assis, presque. Le grand moment est arrivé. Cette journée a été assez riche en tables rondes, en échanges, en témoignages. J'espère que vous avez trouvé ce que vous étiez venu chercher, des rencontres, des moments de partage avec des auteurs, peut-être des clés pour être édités. Alors on m'a proposé de faire un micro-speech, je suis trop contente. Enfin, je n'ai plus personne à diriger à part moi-même. Je voulais juste vous dire que lire et faire lire, et c'est pas pour rien que je suis ici, a toujours été ma plus grande joie. Je crois que petite, déjà, je retournais le cerveau de mes copines à l'école pour qu'elles partagent mes lectures qui n'étaient pas forcément les leurs, mais j'en avais rien à faire. Je parlais jusqu'à ce qu'elles aillent chercher le livre, et je pense qu'il n'y a rien de plus merveilleux aujourd'hui que de faire lire les gens. Et j'exerce aujourd'hui le plus beau métier du monde, et non pas le plus vieux, puisque je suis payée avec vos impôts pour travailler à France Télévisions et parler de livres. Parler de livres, de romans, d'essais, de bandes dessinées, découvrir. Il y a une production absolument extraordinaire de livres. Certains ont été sélectionnés ce soir pour le prix. Et vous n'imaginez pas le plaisir que j'ai quand un jeune de 22 ans qui est cadreur et qui filme la partie du journal télévisé où j'interviens et qui a l'air de rien écouter, et on imagine qu'elle a les yeux carrés et qui en fait va arriver et va vous dire « Est-ce que je peux prendre le livre dont tu as parlé ?» Ça, je trouve que c'est une réussite, lire et faire lire. Parce que lire fait tomber des barrières, fait voyager, fait rire, fait pleurer, fait oublier les soucis du quotidien, nous construit, fait de nous des citoyens éclairés, citoyens, au livre citoyen, le titre était parfaitement trouvé, ce qui me permet habilement de retomber sur mes pattes et d'inviter au pupitre Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, en charge de la citoyenneté, qui est la co-créatrice de ce festival, avec Roselyne Bachelot, ministre de la Culture. Et sans l'énergie incroyable déployée par Marlène Schiappa, je sais à distance par Roselyne Bachelot, par le président de la République qui a fait de cette année, à cheval 2021-2022, l'année de la lecture, cette journée n'existerait pas. Et vraiment, c'était une équipe, on l'a tous vu, hein, ultra motivée, aussi bien dans l'organisation que pour pouvoir enfin décerner les prix qui vont être décernés ce soir. Merci beaucoup. Merci infiniment, chère Anne-Marie Revol. D'abord, merci d'avoir accepté d'être la chef d'orchestre avec 2 FE, la Madame Loyale de cette journée. C'était extraordinaire. On aurait voulu personne d'autre que vous. Et en fait, pour tout vous dire, avec mon équipe, on était chacun vraiment admirateur de votre travail, sans jamais s'en être parlé. Et quand on a cherché quelqu'un pour animer, votre nom est revenu voilà, dans l'équipe et avec moi-même. Et on s'est tous dit « Ah, mais toi aussi, tu l'adores !» Bah, moi aussi, je l'adore, incroyable. Invitons-la. Et merci beaucoup d'avoir accepté si vite, avec autant de simplicité et de générosité. On voit à quel point vous avez mis aussi beaucoup de vous-même dans ce festival. Donc vraiment, je pense qu'on peut vous applaudir pour ça et toute l'énergie donnée aujourd'hui. Et c'est vrai que pour vous, mais aussi pour nous, le livre occupe une place vraiment unique dans nos vies, dans le quotidien des Français. Et je crois qu'en France particulièrement, le livre fait notre pays, puisque c'est dans les livres, au XVIIIe siècle, que les penseurs des Lumières ont commencé à imaginer ce que pouvait être la République, cette République que vont réaliser quelques années plus tard des femmes et des hommes de la Révolution. Au siècle suivant, c'est aussi dans les livres, ceux de Hugo, de Zola, qu'émerge l'aspiration à la solidarité, cette solidarité que le XXe siècle mettra au cœur de notre pacte social. Et souvent, les grandes idées, notre pays a été pensé, écrit, rêvé, avant même qu'elles puissent se réaliser, avant même de pouvoir exister. Alors c'est vrai que chez nous, beaucoup de choses, y compris la grande histoire, commencent avec des simples récits ou avec des essais de citoyens, comme si, dans notre pays, ce n'était pas l'existence qui précédait le livre, mais le livre qui réussissait à précéder l'existence. Combien de passions humaines n'avons-nous pas découvert dans des livres avant de les vivre nous-mêmes et avant de les découvrir dans nos vies? La révolte en lisant Camus, l'angoisse en lisant Kafka, le désir en lisant Proust. Et je crois que nous sommes un peuple de lecteurs, mais un peuple aussi d'écrivains. Peuple non d'un livre ou du livre, mais des livres au pluriel.
Et c'est cela aussi qui fait que nous aimons en France le débat, la controverse, la confrontation des idées. Et c'est pour ça, je crois aussi, qu'en France, nous nous méfions des idoles, des certitudes, des vérités que l'on dit parfois définitives. Et cela fait que nous sommes un peuple libre pour lequel tout mérite d'être discuté ou débattu, les lois, les croyances, les principes, les mœurs, les opinions. En ce qui me concerne, j'ai grandi dans un milieu modeste, notamment en partie dans une cité, mais c'est vrai que chez nous, il n'y avait pas beaucoup d'argent, mais il y avait toujours beaucoup de livres. Et à chaque fois qu'on déménageait, on n'avait pas grand-chose à part des livres. Et j'ai un souvenir ému en pensant à cet huissier de justice qui était venu chez nous parce que, et qui avait regardé autour et qui avait dit « mais il n'y a rien ici ». Et on était très vexés en disant « mais attendez, il y a plein de livres ». C'est extraordinairement vexant de considérer qu'il n'y a rien. Et rien, ça voulait dire rien qui ait de la valeur monétaire, comme s'il pouvait considérer qu'un livre n'avait pas de valeur monétaire et que donc un livre, ce n'était rien. Et j'ai été honnêtement très blessée par cette réflexion. Ça fait partie de ces petites phrases qu'on entend enfant et qui nous construisent un petit peu malgré nous. Alors que pour nous, les livres, c'est tout. Je me souviens par exemple, adolescente, de la lecture du livre « Le diable au corps » de Raymond Radiguet, une femme dont le mari est parti à la guerre et qui a une histoire d'amour avec un homme plus jeune qu'elle. C'était une transgression incroyable que ce roman, de raconter que c'était pas un message tout à fait patriote. Je ne sais pas si on aurait dit à l'époque que c'était un livre citoyen, dans la mesure où l'idée était plutôt de soutenir les soldats. Et là, on racontait l'histoire d'une femme qui était infidèle à son mari parti à la guerre, et en plus qui avait une aventure avec un homme beaucoup plus jeune qu'elle, double transgression dans le récit. Et pourtant, c'est un message aussi qui est transmis. Et comment est-ce possible pour des lecteurs d'un jeune âge d'éprouver les mêmes sentiments que ce qu'éprouvent des personnages qui sont plus mûrs dans ce récit? Et pourtant, on s'identifie aussi à ces personnages. Je me souviens d'Emma Bovary, une des autres premières lectures, vie d'une femme qui s'ennuie. Le sous-titre de Madame Bovary, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est « Mœurs de province ». Et il a souvent été expliqué que ça s'appelait Madame Bovary pour lui donner son nom social et pas son nom à elle, Emma, mais vraiment son nom d'épouse et le nom qu'elle tenait dans ce rôle social. Et donc on pouvait être un homme, Gustave Flaubert, et comprendre la complexité du cœur d'une femme et le tragique du destin qui était le sien. Je crois que c'est ça aussi la puissance des livres, c'est de nous faire rentrer dans d'autres vies que la nôtre et nous faire voir le monde à travers 1000 regards. C'est nous permettre d'explorer, c'est Milan Kundera qui le dit, d'autres possibilités d'existence que la nôtre. C'est peut-être pour ça qu'on aime tant lire au fond, se cacher, se mettre, s'isoler quelque part avec un livre et même parfois s'isoler au milieu des autres, qu'on soit dans une rencontre ou dans les transports avec un livre et plonger dans la vie de quelqu'un d'autre ou dans le récit de quelqu'un d'autre. Et ô combien cela a été bien décrit dans les tables rondes précédentes tout au long de l'après-midi, la possibilité pour ce livre de livrer un point de vue, un regard, une expérience sur quelque chose. Je crois que c'est ça aussi la puissance des livres, c'est aussi de nous apporter le sens des nuances, de la complexité du monde, de nous armer pour résister à cette tentation de simplifier l'autre, qui conduit trop souvent à condamner, invectiver, agresser, au lieu de débattre, de discuter, d'écrire. Je crois en cela que les livres sont véritablement un antidote à la violence. Et la puissance des livres, la puissance de la lecture profonde et attentive dont ils s'accompagnent, c'est aussi d'éveiller l'esprit d'examen, le sens critique, chez nous, chez les autres, d'éveiller cette liberté de penser, cette imagination créative, de faire de nous des citoyens actifs et engagés avec leur véritable libre arbitre. Alors je veux le dire, je crois que Internet et les réseaux sociaux, que j'aime pourtant beaucoup, ne remplacent pas les livres. On y butine plus qu'on y lit. On y passe d'un sujet à l'autre, on digresse dans l'hypertexte, on se laisse distraire par des publicités, des camelots digitaux. On y perd de vue presque toujours, il faut le dire, l'objectif initial de notre lecture. Le livre, au contraire, permet de concentrer, de libérer l'attention. Les médias digitaux, parfois, la manipulent et je crois que le livre, en ce sens, nous émancipe. Internet, par ailleurs, peut être aussi cette bulle cognitive dans laquelle chacun s'enferme avec ses amis virtuels, sa communauté de pensée qui partagent la même façon de voir les choses. Alors que le livre, au contraire, c'est l'école de l'altérité, c'est aussi la surprise. C'est aussi la lecture qui, au détour d'une page tournée, nous cueille sur quelque chose d'inattendu, qu'on n'avait pas vu venir et qui ne correspond à aucun algorithme.
D'un côté, donc, il y aurait ceux qui marchent au pas, et de l'autre, ceux qui, dans la confrontation avec l'autre, ont le courage aussi de s'affronter et de penser parfois même contre eux-mêmes. En visite à Château-Thierry en juin dernier, dans le cadre du 400e anniversaire de Jean de La Fontaine, le président de la République a déclaré faire de la lecture sa grande cause nationale de l'année scolaire 2021-2022. Mettre la lecture au cœur de la vie de tous les Français, revitaliser la relation qu'entretiennent les jeunes générations avec le livre, avec le papier. Voilà l'ambition. C'est à quoi veut contribuer modestement ce festival. Mon parti pris en tant que ministre de la Citoyenneté est double. D'abord, vous l'avez dit, chère Anne-Marie, mettre à l'honneur les livres qui donnent un écho, une résonance aux grandes questions citoyennes. Ça ne veut pas dire qu'il y aurait des bons livres et des mauvais, des livres citoyens et des livres qui ne le seraient pas. Ça veut dire qu'il y a des livres qui nous permettent de nous interroger et de faire écho à ces causes que la belle harangue a si magnifiquement, avec ces jeunes extraordinairement inspirants, présentés tout à l'heure. Défense des libertés, progrès, justice, égalité des droits, écologie, mémoire, laïcité, paix civile, c'est à travers des livres que très souvent aussi nous prenons conscience de certains problèmes. Nous pouvons comprendre que quelque chose que nous avons vécu a en réalité une portée universelle parce que nous lisons la même expérience dans les mots de quelqu'un d'autre, dans le livre de quelqu'un d'autre. Nous pouvons également découvrir des expériences que nous n'avons pas vécues et que peut-être nous ne vivrons jamais à travers le livre, à travers le récit de quelqu'un d'autre. Et je crois que très souvent dans notre société, ce sont des livres qui lancent des alertes, qui proposent des solutions, qui ouvrent des débats, bref, qui font progresser la recherche du bien commun. Et c'est le cas des livres sélectionnés par l'éminent jury de ce festival. Le cas des auteurs invités aux tables rondes et aux séances de dédicaces de cet après-midi, ils me pardonneront de ne pas tous les nommer ici un par un, ils sont beaucoup trop nombreux, ce serait injuste de n'en citer que quelques-uns, mais je veux encore une fois saluer cette générosité, ce temps donné de leur part, à la fois pour rencontrer leurs lecteurs, mais aussi pour donner des conseils à des personnes qui viennent pour profiter de cette boîte à manuscrits, qui ont envie eux aussi de pouvoir être édités, et vraiment je les en remercie. Mon deuxième parti pris pour ce festival, c'est adresser le message que le livre, c'est l'affaire de tous, et que tous doivent pouvoir entrer dans la lecture, mais aussi, pour ceux qui le souhaitent, dans l'écriture. D'où le choix de mettre en avant la littérature aussi de récits, voire de témoignages, parfois plus accessibles pour qui est encore éloigné du livre. Et d'où le choix de proposer aussi pendant cette journée, je le disais, une rencontre avec des éditeurs, une boîte à manuscrits. Je ne supporte pas de me dire dans la vie que j'ai une chance que d'autres n'ont pas. C'est comme ça, et moi j'ai eu la chance très jeune, je le disais tout à l'heure, de pouvoir être éditée, de pouvoir rencontrer des éditeurs, et je reçois encore aujourd'hui régulièrement des messages de gens qui me disent « mais j'aimerais être éditée ». Je suis persuadée qu'il y a dans notre pays beaucoup de gens qui ont beaucoup de talent, beaucoup d'idées, des manuscrits dans des tiroirs et qui ne sont pas publiés alors qu'ils ont un talent fou et qu'ils trouveraient leurs lecteurs parce que peut-être ils ne savent pas comment faire, ils ne savent pas qui contacter, quel éditeur choisir. Eh bien, c'est aussi ce que nous avons voulu faire avec ce festival, avec cette boîte à manuscrits. Et c'est aussi l'idée pour nous d'aider à faire peut-être le premier pas, ce que démange l'envie d'écrire pour en finir avec une forme d'autocensure qui voudrait qu'on est toujours beaucoup plus critique avec ses propres textes qu'avec ceux des autres. Et donc je suis très heureuse de me dire que peut-être aujourd'hui, certains, certaines ont glissé ce manuscrit imprimé chez eux dans la boîte à manuscrits et que les éditeurs partenaires vont repérer ce livre qui peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, eh bien, sera édité et viendra ici ou ailleurs en dédicace rencontrer ses lecteurs. Nous avons fait le choix aussi de faire entendre ceux qui, parmi les jeunes, écrivent pour raconter, écrivent pour déclamer, pour exister. Ils sont de plus en plus nombreux à découvrir ce que peuvent la langue, le style, les mots, à travers des performances oratoires. Un beau texte, c'est aussi un texte bien raconté. Ce n'est pas l'avocat Richard Malka ou la comédienne Françoise Gillard qui diront, j'imagine, le contraire. Et je dois vous dire que tout à l'heure, en écoutant ces adolescents de la belle harangue, j'avais véritablement des frissons en me disant qu'à 13 ans, 15 ans, 17 ans, ils et elles avaient perçu les subtilités des enjeux de notre société et réussissaient à partager aussi fortement des thèmes importants comme la lutte contre l'esclavage, comme le harcèlement scolaire, comme l'égalité entre filles et garçons. Je veux vraiment encore une fois les en remercier et j'espère les revoir bientôt sur scène.
Alors nous avons proposé pour constituer ce jury qui, c'est important pour nous, devait être un jury, et c'était important pour eux aussi, un jury indépendant, nous avons proposé à Abnous Chalmani de présider le jury de ce festival. Elle l'a accepté et on l'en remercie extraordinairement chaleureusement parce que grâce à son talent, grâce à sa personnalité et son énergie, eh bien, ce jury s'est constitué et a pu délibérer. L'écrivaine et journaliste qu'elle est parlera dans un instant de la sélection avant de procéder à la remise des prix. Et avec le membre de ce jury, je le disais à l'instant, et pour quiconque connaît un peu Abnous Chalmani, il n'a pas de doute sur ce sujet, ils ont travaillé en totale indépendance. La politique doit promouvoir la lecture, mais le politique n'a pas à dire ce qu'il faut lire ou ne pas lire. Et le jury avait aussi la chance d'être composé de personnalités fortes, très différentes, donnant à ses choix aussi, je crois, plus de force, plus de crédibilité. Et je veux très sincèrement, là encore, les en remercier et les remercier du temps généreusement qu'ils ont donné pour pouvoir partager avec d'autres les coups de cœur de lecture qu'ils et elles ont pu avoir. Je voudrais enfin dire un mot pour remercier Madame la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, et le Centre national du livre, puisqu'ils offrent une bourse de résidence d'1 mois aux lauréats de ce soir pour quiconque a déjà tâché d'écrire chez soi. On en parlait avec les enfants qui viennent réclamer un goûter ou le mari qui vient... Non, j'ai rien dit, mon mari est là. Mais pour quiconque a déjà essayé de travailler chez soi, on sait, pour écrire, on sait à quel point la résidence d'auteur est quelque chose de vraiment formidable. Je suis également reconnaissante à France Télévisions et à la Bibliothèque nationale de France de leur précieux partenariat. Ce sont des acteurs incontournables de la culture et de la lecture. Et je salue très amicalement pour leur collaboration si efficace la Délégation générale à la langue française et aux langues de France, la Belle Harangue et les jeunes qu'elle a mobilisés. Au livre citoyen, c'est une invitation à faire vivre nos grands débats à travers ces livres, une invitation à aller vers la lecture, vers l'écriture, parce que le livre est émancipateur et parce que c'est aussi grâce au livre que l'on fait des citoyens. Je vous remercie. Alors l'autre personne qui a donné une grande impulsion à ce festival, c'est Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture. Malheureusement, elle ne pouvait pas être présente avec nous ce soir. Néanmoins, elle a pris le temps d'enregistrer une petite vidéo. Madame la ministre déléguée chargée de la citoyenneté, chère Marlène Schiappa, Madame la présidente du jury, chère Abnous Chalmani, Mesdames, Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs, chers amis. Des contraintes d'agenda m'empêchent d'être parmi vous aujourd'hui. Mais je tenais à vous adresser quelques mots à l'occasion du festival Au livre citoyen. Ce festival résonne comme un mot d'ordre, alors que la lecture a été érigée comme grande cause nationale. Et quel plus beau combat que celui d'œuvrer à mettre la lecture au cœur de la société, au cœur de la vie de nos concitoyens. C'est notre façon de répondre à Victor Hugo qui nous lançait cette injonction « Qui que vous soyez, qui voulez cultiver, vivifier, édifier, attendrir, apaiser, mettez des livres partout ». Le festival Au livre citoyen organise la rencontre entre des citoyens engagés qui ont la littérature en partage. Il permet ainsi de rappeler la puissance des mots pour transmettre des témoignages, des émotions et partager des engagements personnels. Mais l'originalité de ce festival est de permettre à tous de prendre conscience des bienfaits de l'écriture. Non seulement l'écriture est à la portée de chaque personne qui souhaite raconter son histoire et partager son envie d'engagement, mais plus encore, lire, faire lire et passer à l'écriture sont des témoignages de notre ancrage dans la société. Ainsi, la carte blanche donnée à l'association La Belle Harangue a illustré tout le pouvoir des mots en la matière. Enfin, le festival met en lumière des parcours de citoyens qui ont fait preuve d'un courage exemplaire au cours de leur vie. Inspirant et impressionnant, leurs livres nous donnent collectivement une force supplémentaire. Je remercie vivement l'ensemble des intervenants, écrivains, lecteurs, éditeurs, étudiants qui ont fait de cette journée un succès.
Sans plus attendre, je laisse la parole au jury qui va vous dévoiler, dans quelques instants, les lauréats des premiers prix du festival, et je vous laisse profiter pleinement de la verve experte de Françoise Gillard, qui lira quelques passages des livres lauréats. Alors quand même, il faut vous présenter ce jury d'élite extraordinaire qui a été composé, je ne sais pas comment, mais je trouve que le mélange était absolument fantastique. Moi, je les ai rencontrés jeudi dernier pour la première fois. Il y avait une entente incroyable entre eux, une complémentarité. C'était vivant, c'était joyeux. Ils y allaient vraiment chacun de leurs encouragements pour un auteur, pour leur poulain. Alors ici, nous avons David Medioni. David, tu es journaliste, tu es fondateur et rédacteur en chef d'Ernest, qui est un magazine littéraire en ligne, et puis tu es également auteur. Ton dernier ouvrage s'appelle L'éloge de la séduction. C'était en 2021, et je crois que tu pourras signer derrière si tu en as envie. Je pense que c'est prévu. Donc, un auteur journaliste, complètement autre chose. Nous avons Charlotte Servan-Le Priol. Alors, Charlotte Servan-Le Priol, moi j'étais un peu perdue quand j'ai rencontré, je ne savais plus quelle était sa casquette d'un seul coup, et en fait elle est assez extraordinaire parce qu'elle a deux pieds sur lesquels elle est extrêmement bien appuyée. Un premier pied, c'est qu'elle préside au destiné d'une entreprise familiale qui s'appelle Lavinia, qui est une entreprise de distribution de vin. Et puis comme en fait elle n'est pas assez occupée par son travail, eh bien elle lit, je ne sais plus combien de livres par semaine ou par mois, tu m'as dit, mais elle a une page Instagram qui est extrêmement suivie, qui s'appelle Charlotte Parlotte, et en fait c'est extraordinaire, ça fait une femme complète qui a deux pieds dans les livres et dans l'entreprise. Richard Malka, avocat qu'on ne présente plus, qui est un spécialiste du droit de la presse, qui a géré quelques dossiers assez ardus dans sa vie, mais également fan de livres et puis auteur, scénariste de bande dessinée pour certaines politico-humoristiques. Beaucoup de livres, on ne peut pas tous les citer, mais je dirais peut-être le dernier, parce que j'aime beaucoup son titre. Eh bien, ça s'appelle « Le droit d'emmerder Dieu ». Françoise Gillin, qui est à ma gauche, qui est comédienne et qui est sociétaire de la très prestigieuse et très enviée Comédie Française. Quand on y est, on est arrivé quand même, parce que c'est vraiment le Graal, la comédie française, je pense. En tout cas, moi, ça m'impressionne beaucoup. Mais également comédienne au théâtre, hors Comédie Française, à la télévision, au cinéma, et puis vous aimez beaucoup lire et vous prêtez d'ailleurs votre voix pour des livres audio. Et je tiens à dire que les livres audio sont extrêmement importants, d'abord pour ceux qui ne peuvent pas lire parce qu'ils n'ont pas la vue, mais aussi pour des gens qui dans leur vie sont trop occupés pour ouvrir un livre et qui peuvent ainsi découvrir des œuvres par le son. Et c'est assez, je trouve, extraordinaire, et ça se développe de plus en plus et il faut aller par là. Nous avons quelques membres du jury qui auraient aimé être là mais qui ne peuvent pas être présents pour des raisons qui leur sont personnelles. Eliette Abécassis, écrivaine, Alex Taylor, journaliste et écrivain, Mahmoud Ndongo, qui est également écrivain, et nous avons une présidente en chef absolument extraordinaire en la personne d'Amnous Chalmani. Vous aussi, vous avez énormément de cordes à votre arc, vous écrivez des livres, vous êtes journaliste, vous êtes chroniqueuse, vous êtes éditorialiste, télévision, presse. Vous avez votre franc-parler, c'est très important, tout en sachant écouter les autres, ce qui est assez rare. Je trouve ça assez remarquable. En tout cas, ça m'a impressionné quand on était tous réunis. Et votre dernier ouvrage, c'était L'éloge du métèque en 2019. Et je pense aussi que vous pourrez la rencontrer après. Je vous laisse la parole. Maintenant, c'est le grand moment. Bonsoir à tous, merci d'être là. Ça y est, on a fini, on a lu tous les bouquins, on est très contents. Donc avant tout, je voudrais remercier effectivement Madame la ministre Marlène Schiappa qui m'a nommée à la présidence de ce jury tout en m'accordant une indépendance totale. Et quand vous voyez mon jury, et si vous me connaissez un peu, ça aurait été compliqué de faire autrement. Donc ça, c'était vraiment un préalable pour pouvoir nous réunir et pour pouvoir lire ces livres et décider des livres que nous allions devenir nos lauréats, sachant que ça a été très très dur, parce que déjà la sélection a été ardue et choisir dans cette sélection a été encore plus compliqué. On s'est beaucoup intéressé sur la question de qu'est-ce qu'un livre citoyen, et là-dessus, à l'unanimité de ce jury, nous avons déclaré que tout livre était un livre citoyen et tout acte de lecture était un acte citoyen. Parce qu'à partir du moment, et je pense que c'est le cas de nous tous, quand nous avons, parce que nous sommes tous des passionnés de littérature et c'est ça qui fait lien, mais en ouvrant un livre, effectivement, la première chose qui se passe, outre cette intimité qui nous ouvre vers le monde, c'est cet extraordinaire aspirateur à préjugés que peut être un livre, qu'il soit de fiction ou de non-fiction. C'est une manière d'aérer des stéréotypes que nous avons tous, qui est plutôt logique, puisque nous avons tous une éducation
une naissance et qu'on charrie avec nous beaucoup de stéréotypes et la lecture, en nous ouvrant à des ailleurs, effectivement, permet de remettre en cause, et c'est une manière quand même d'affiner notre libre arbitre, donc c'est peu dire que c'est indispensable. J'ai toujours d'habitude de dire que même un mauvais livre, un livre raté, qu'il soit de fiction ou de non-fiction, est un livre nécessaire, est un livre de toute façon duquel on ne sort pas indemne, parce que même s'il est mauvais, bah vous êtes énervé, vous êtes bien obligé de justifier pourquoi il ne vous a pas plu, ce qui est déjà un acte quand même de critique et d'une manière de se grandir intellectuellement. Donc ça, c'était évident pour nous. Après, nous sommes attaqués à la sélection parmi énormément de livres qui ont été envoyés par les éditeurs qui ont accepté de participer à ce festival. Donc, on avait une 60aine de livres, ça a été très difficile. Et c'est bien entendu après que nous ayons fait ce choix de 5 livres de non-fiction et de 5 livres de fiction que nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un lien entre tous ces livres-là. Parce qu'au début, évidemment, on était plongé dans les livres, et après, quand on a vu la liste, ça nous a sauté aux yeux. Donc, la première remarque, c'est que définitivement, et c'est en ces temps un petit peu trop politiques, j'allais dire, un petit peu brutal et violent, nous nous sommes rendus compte que nous étions, ce jury-là, des indécrottables optimistes et que nous étions définitivement épris de liberté, parce que le lien était évident. En non-fiction, c'est flagrant. Les livres qui nous ont le plus sauté aux yeux et nous ont plus nourris intellectuellement et qu'on avait envie de mettre en avant étaient des livres qui étaient tous force de proposition, et non pas cris et gémissements, pas sanglots non plus, même si c'est des livres assez tragiques que nous avons sélectionnés, mais il y avait dans ces livres une vision, un demain, une possibilité, quelque chose qui n'était pas juste une description nihiliste d'un présent qui semble nous échapper en ces temps-ci de plus en plus. Ça nous a fait très plaisir de remarquer ça après. Et en fiction, alors c'est des livres qui voyagent énormément, mais qui voyagent beaucoup dans l'histoire, et où l'intime et la grande histoire se mélangent. Donc on se met à hauteur d'hommes, d'humains, à un petit niveau qui est confronté à des mouvements historiques contre lesquels, c'est pas tant qu'on ne peut pas lutter, mais qui nous ballottent, nous interrogent, nous remettent en question. Donc forcément, en tant que lecteur, c'est ce que nous avons ressenti. Avant de vous donner la liste de ces 10 livres, je voudrais vraiment remercier tous les auteurs qui ont été sélectionnés, parce que, sérieusement, être dans un festival et avoir l'obligation de lire est quand même un immense plaisir, d'autant plus qu'on a lu des livres formidables qui nous ont nourris intellectuellement et émotionnellement, et qui ont dessiné un avenir qui était tout à fait possible. Et pas juste triste, apocalyptique, lugubre, non, vraiment un vrai possible. Dans la sélection non-fiction, nous avons sélectionné Mila, Je suis le prix de votre liberté, parce que bêtement, simplement et absolument, nous aimons Mila, et qu'elle mérite toute notre empathie, tout notre soutien. Elle mérite d'être lue aussi, parce que ce livre a une fraîcheur, un sens de la liberté, une chose de passionnel pour une gosse de son âge qui vit ce qu'elle vit, qui n'a plus accès justement à la vie des filles de son âge. C'est un livre très lumineux malgré ce qui charrie de douleur, de violence et de souffrance. Feria Naziari, Les écologistes contre la modernité, le procès de Prométhée. Bon là, ça va nous changer, c'est très érudit. Pas difficile à lire, mais extrêmement érudit. C'est vraiment de comprendre la crise environnementale, mais pas juste en la décrivant et en voyant l'apocalypse au bout de chaque catastrophe annoncée, mais de trouver concrètement des solutions. C'est aussi littéraire que scientifique. Ce livre nous a beaucoup plu. Nous avons aussi Pierre et Myriam Cabon, Un éclat dans le noir, qui est un livre de témoignages, mais qui prend tout à fait une autre dimension. Ça commence le soir des attentats islamistes du Bataclan, où Myriam et Pierre se rencontrent. Ils sont victimes de l'attentat. Et derrière ça, c'est certainement l'un des livres les plus lumineux que nous avons lus. C'est pas de l'optimisme béat, ce n'est pas du tout notre genre, mais c'est vraiment puissant émotionnellement, et c'est très intelligent parce qu'il ne s'arrête pas juste à dire ça ira mieux demain, mais avec des véritables solutions, en l'occurrence autour du handicap. Et malgré tous les efforts qui ont été faits dans notre pays, concrètement, nous sommes encore un petit peu beaucoup en retard. Nous avons aussi sélectionné Tristan Banon et la paix des sexes. Je trouve que le titre suffit en lui-même à justifier cette sélection. C'est effectivement, mais quel plaisir de lire un très beau texte, mais qui est surtout un texte qui ne culpabilise pas, qui n'accuse pas, qui ne présente pas les rapports entre hommes et femmes comme un terrain miné, mais qui crée des ponts entre
les hommes et les femmes, entre les revendications des uns et la réalité des autres. C'est passionnant. Et enfin, Philippe Val, avec son dictionnaire philosophique d'un monde sans Dieu, là pareil, je pense que le titre pourrait être suffisant. Effectivement, on entend beaucoup que ce qui aujourd'hui nous manque, c'est la transcendance. Et bien voilà ce que fait Philippe Val avec ce dictionnaire qui est extrêmement, comme tous les dictionnaires, très personnel. Voilà ce qu'il nous offre. Il nous offre à travers tous ces mots qu'il a choisis et qu'il met si bien en avant, il nous offre la possibilité d'une transcendance qui ne passe pas par Dieu, mais qui passe effectivement par la culture, qui passe par la beauté, qui passe même par la psychanalyse. Tout est possible. En fiction, ça a été très compliqué. Avant ? On refera un deuxième volet pour la fiction, peut-être. Sinon, on va tout oublier, non? Je ne sais pas. Comme vous Alors, voulez. tu es présidente, tu fais ce que tu veux, en fait. Non, mais je pensais tout donner, parce que chacun après va dire, parce qu'on n'a que 5, je pense que les gens ont un peu de mémoire. Écoute. Je fais confiance à l'intelligence des gens et à la mémoire. Je pense que vraiment. Puis il n'y en a que 5. C'est vrai. C'est pour ça. Et c'est écrit en plus, non? Bah voilà, mais c'est vrai, bah voilà, me voilà. En plus, on est aidé avec des penses-bêtes, tout va bien. En fiction, alors là, ça a été, parce que nous sommes des amoureux de littérature, et effectivement, un autre point commun que j'ai oublié de préciser, c'est que tous ces livres ont une qualité littéraire. C'est que c'est des livres, comme on dit, bien écrits, joliment écrits, merveilleusement écrits, plein de beauté, et que le fait de tourner chaque page est un émerveillement aussi littéraire en dehors des sujets. Nous avons sélectionné David Diop, avec La porte du voyage sans retour, qui est un livre qui revient à travers un personnage. On est au XVIIIe siècle, David Diop est spécialiste du XVIIIe siècle, donc alors là c'est vraiment un livre du XVIIIe siècle, un livre d'aventure, un livre de réflexion, un livre d'amour. Oui. Si, je l'ai dit au début, madame. J'ai commencé avec Mila. Je vous en prie. Voilà, qui est un très... qui est un très beau livre, très beau roman. Je trouve qu'il n'a pas mérité la rentrée qu'il méritait. Évidemment, Frères d'âme est un chef-d'œuvre, nous sommes tous d'accord, mais ce livre n'est pas loin non plus du chef-d'œuvre. Et voilà, c'est un livre du temps de l'esclavage. C'est un livre, mais vraiment, mais tellement bien écrit. Il nous a écrabouillé de son talent d'écriture, ça y a rien à dire. Nous avons aussi sélectionné Michael Prazan, avec Souvenir du rivage des morts. Et là, nous allons au Japon, nous allons dans les années 60, nous allons du côté de l'armée de libération rouge des Japonais. Mais oui, les brigades rouges que nous avons tendance à connaître en Allemagne, en Italie, existaient aussi au Japon. C'est absolument passionnant. C'est de l'histoire pure, tout est vrai, comme on dit, mais il faut vraiment arriver à la fin, qu'on nous rappelle que c'est vrai, tellement c'est spectaculaire, passionnant. Et je vais rajouter extrêmement bien écrit aussi. Nous avons sélectionné Sorge Chalandon, Enfant de salaud. Excellent, très bon livre. C'est-à-dire, on ne présente plus Sorge Chalandon, évidemment, c'est difficile de l'avoir dans une sélection, une proposition de livre et ne pas le sélectionner parce que c'est un immense écrivain et que ce livre-là, outre interroger la filiation, interroge l'histoire, interroge la guerre d'Algérie, interroge la France de toute cette période d'après-guerre, c'est du Sorge, c'est en pleurs, évidemment, et on est forcément beaucoup ému, c'est très très bon. Nous avons sélectionné Timothée de Meyer, Demain la brume, alors là c'est les Balkans, un petit voyage en Balkanie, et aujourd'hui évidemment quand on voit ce qui se passe avec la Grande Serbie et ce qui se passe en Bosnie-Herzégovine avec la Serbie, le super nationalisme serbe, allez dire, qui se réveille, c'est inquiétant. C'est un très beau livre, extrêmement fin, très ambigu, avec des personnages avec beaucoup de paradoxes. On a un peu de mal à le lâcher. En tout cas, on a hâte de lire le prochain, c'est certain. Et enfin, Adrien Bosc avec Colonne, qui est autour de la figure de la philosophe Simone Veil et qui se passe durant la guerre d'Espagne. Voilà pour notre sélection. Mille merci. Donc, vous imaginez, comme à chaque fois, le plaisir que je prends à parler de ces livres. Vraiment, le choix de ces 3 lauréats a été très difficile, mais tout choix est un sacrifice. Ces 3 lauréats n'annulent pas les autres livres. Je vous conseille de lire les 10. Chacun vous apportera quelque chose de nouveau, vous frottera à d'autres vies que les vôtres et vous fera grandir, que vous le vouliez ou non. Et ça, c'est le grand avantage du livre. Enfin, je voudrais aussi avoir un mot sur l'écriture. C'est que c'est effectivement, la France est un pays d'écriture et il faut qu'il le reste. C'est merveilleux. Si j'avais un seul conseil à donner, j'ai mis beaucoup de temps à écrire mon premier livre. Effectivement, on me disait beaucoup trop de temps, et bien je ne crois pas. Je pense que vraiment, c'est un conseil que je donne du fond de mon petit cœur. Si vous, avant d'écrire, lisez.
mais lisez contre vous, lisez énormément, lisez tout ce qui vous tombe sous la main, des bons ou des mauvais livres, avant de vous coller à votre propre voix, parce que je trouve qu'on n'est jamais aussi juste avec sa propre voix quand elle s'est frottée à des voix mais discordantes, à l'opposé de nous, qui n'ont rien à voir même avec nos goûts. Donc aller vers des livres qui semblent ne pas nous ressembler, c'est peut-être la certitude, après, d'écrire un très bon livre. Merci beaucoup. Alors David, tu as la charge d'annoncer qui est l'heureux ou l'heureuse lauréate de la sélection non-fiction. Alors si on part du principe qu'un livre, un roman, doit nous décentrer par l'expérience sensible qu'il nous offre, un essai de non-fiction doit nous décentrer par les idées qu'il propose, par les coups de poing aussi qu'il nous met, qu'il met à nos certitudes et la façon dont il nous fait penser contre nous-mêmes. Le livre qui a gagné ce prix est un livre stimulant, qui nous invite à faire un pas de côté profond sur la façon dont on réfléchit à l'écologie. C'est un livre bien écrit, érudit et accessible. C'est un livre qui rend plus intelligent et c'est donc Les écologistes contre la modernité, le procès de Prométhée de Fergan Azihari. Je vous en prie. Merci beaucoup, Madame la Ministre, Madame la Présidente du jury, Mesdames et Messieurs les membres du jury, chers tous, je suis honoré de recevoir cette distinction pour cette édition du Festival au Livre Citoyen qui, je n'en doute pas, n'est que la première d'une longue série à venir. Cette reconnaissance a une signification particulière pour l'autodidacte que je suis et je tiens à remercier ceux qui m'ont accompagné dans cette aventure, mes proches, évidemment, les formidables équipes des presses de la Cité et bien d'autres qui se reconnaîtront sans difficulté. J'en profite aussi pour rendre hommage à cette noble institution qu'est la Bibliothèque nationale de France, qui est ma seconde résidence et sans laquelle ce livre comporterait moins de notes de bas de page aux grandes dames de mon éditrice et du lobby du papier. Une personnalité intellectuelle peu connue en France, mais que j'affectionne beaucoup, le penseur autrichien Ludwig von Mises disait que l'histoire de l'humanité n'était ni plus ni moins que celle de ses idées. Et à ce titre, les œuvres littéraires engagées sont plus qu'un assemblage d'encre et de papier, ce sont ces objets qui, bien qu'inanimés, guident littéralement nos âmes. Il n'appartient qu'aux citoyens, soucieux du bien commun, de prendre la plume à leur humble échelle pour apporter leur pierre à l'édification de cette histoire. J'ai enfin une pensée pour les auteurs qui ont concouru avec moi dans cette catégorie. J'ai été honoré, voire intimidé, d'apprendre que je me trouvais aux côtés de Tristan Banon, Pierre et Myriam Cabon, Philippe Val et Mila. J'admire particulièrement le courage de ces derniers, leur capacité à tenir tête au fanatisme islamiste, et j'espère honorer leur combat avec la publication prochaine de mon deuxième ouvrage consacré à cette question de civilisation essentielle. Je vous remercie. Et comme nous avons la chance d'avoir une comédienne de la Comédie Française et que tout le monde n'a pas forcément encore découvert cet ouvrage, Françoise va vous lire un court extrait pour vous donner une idée de ce que contient ce livre qui vient d'être primé, vous donner envie de le lire. Notre imaginaire collectif est tellement imprégné de la fable rousseauiste du bon sauvage et du mythe du paradis perdu que nous sommes convaincus que la pollution est une maladie de la modernité. Il suffirait de nous débarrasser de la société bourgeoise et de revenir au mode de vie de nos ancêtres pour retrouver un environnement pur. Bon nombre de mots que nous attribuons à l'ère moderne la précèdent et ont été corrigés par elle. Mais au lieu de remercier l'esprit prométhéen et le progrès technique,
nous versons dans l'ingratitude et laissons la nostalgie pré-industrielle déformer notre perception des défis actuels. C'est ainsi que se multiplient les appels à la sobriété heureuse dans nos sociétés lassées de leur richesse, du moins en théorie. On ne peut pas comprendre le rejet de la société industrielle sans le lier aux arrière-pensées récurrentes contre le capitalisme. On reprochait hier à celui-ci de paupériser les masses. On dénonce désormais le confort qu'il procure. Ce confort s'obtiendrait au détriment de l'intégrité de notre planète. Opposer l'embourgeoisement du monde à la qualité de l'environnement n'a pourtant aucun intérêt. L'idée qu'il suffirait de s'affranchir du matérialisme pour assainir notre planète ne correspond à aucune réalité historique et géographique. Les pays les plus propres et les plus résilients face aux aléas naturels sont les plus riches, ceux qui ont les moyens de se doter des technologies les plus avancées. Le changement climatique ne change pas le fait que le progrès économique et technologique reste le moyen le plus juste et le plus sûr de lutter contre les nouveaux risques sans renoncer à améliorer le sort des pauvres. Une société d'abondance pour tous est donc possible et souhaitable. La surpopulation ou la surconsommation sont des épouvantails qui ne reposent sur rien. Il est d'ailleurs intéressant de noter que les écologistes, les plus radicaux, redoutent la capacité de la civilisation technologique à innover pour durer. Leur objection contre la modernité est de moins en moins fondée sur des arguments techniques et sécuritaires. Elle revêt les habits d'une morale réactionnaire, anti-humaniste et puritaine. Leur haine de la civilisation industrielle repose davantage sur le fantasme d'une nature vierge, immuable, personnifiée et délivrée de l'emprise humaine. Mais n'en déplaise aux adeptes de ce nouveau paganisme, la terre est devenue un vaste jardin façonné par Sapiens. Ce que nous appelons nature sauvage n'existe plus. Notre nature est désormais humanisée. Faut-il le regretter? Certes, les extinctions en cours suggèrent que l'ère de l'homme, l'Anthropocène, fait de nombreux perdants. Mais d'autres espèces sont amenées à profiter de cette ère. Sapiens peut-il alors remplacer la sélection naturelle théorisée par Darwin par une sélection artificielle? Ce livre ne souhaite pas seulement déconstruire ce qui s'apparente à une nouvelle religion. Il est aussi un plaidoyer en faveur d'un modèle de société dont le bilan est remarquable et qui recèle encore d'heureuses promesses. La civilisation industrielle nous a délivrés de la faim, de l'insécurité, de la pénibilité, de l'ignorance et d'un environnement bien plus toxique que celui que nous habitons aujourd'hui. La sacrifier ressusciterait ces mots. Renoncer à son expansion reviendrait à trahir ceux qui se battent encore avec ces fléaux. Ce serait enfin saboter l'accès aux technologies indispensables à la résolution des nouveaux défis. À l'écologie décliniste, opposons une écologie des Lumières, qui place sa confiance dans l'homme et sa faculté d'embellir notre maison commune. Alors à toi, Charlotte, la lourde tâche d'annoncer qui est le ou la heureuse gagnante de la sélection fiction. Au sein de cette splendide sélection fiction, notre cœur a tranché en faveur d'une fresque historique dense et passionnante, aussi follement romanesque qu'incroyablement documentée, et portée par une plume incisive et vivace. Il s'agit de Souvenirs du rivage des morts de Michael Prazan. Alors,
quelques mots pour mon ami Michael Prazan, nous nous connaissons un peu. Je dois dire que sa présence dans notre sélection nous semblait à tous s'imposer, tant il a, depuis 30 ans, dans ses documentaires ou par ses écrits, eu d'engagement et d'implication citoyenne. Et la liste de ces engagements est si longue qu'il a fallu que je me fasse une petite anti-sèche. Mouvements radicaux des années 60, nationalisme, terrorisme d'extrême gauche, antisémitisme, Shoah évidemment, islamisme radical, négationnisme. Il a consacré des documentaires à Pierre Goldman et à bien d'autres, dont un qui me tient particulièrement à cœur et pour lequel je lui serai éternellement redevable. Tu me vois venir, Michael, c'est celui qu'il a consacré à mon mentor et père spirituel, Georges Kiechman. Donc je suis ravi de te remettre ce prix, Michael. C'est pas rien pour moi de recevoir ce prix des mains de Richard Malka, et je voulais le remercier. Je suis très admiratif de ce qu'a dit Fergan Aziari, parce qu'il a su être à la fois court et drôle. Je serai long et grave. Je ne vous cacherai pas que je suis tout autant surpris qu'ému et honoré par ce prix, vraiment. Et avant toute chose, j'aimerais remercier le ministère de la Culture et le ministère en charge de la citoyenneté, féliciter à ma modeste mesure Madame Marlène Schiappa pour cette belle et nécessaire initiative qui met en relation deux domaines, deux passions qui sont les miennes et, j'en suis sûr, également les vôtres, le livre et la citoyenneté. La citoyenneté fut d'abord pour moi une vocation en tant qu'enseignant pendant plus de 10 ans dans l'Académie de Créteil, c'est-à-dire en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne. En tant que TZR, c'est-à-dire titulaire remplaçant pendant une année sur un établissement et souvent une commune différente, donc j'en changeais chaque année, ce qui m'a permis de prendre le pouls de notre société et des mots qui la rongeaient alors, qui la rongent encore, et certainement davantage que lorsque j'étais enseignant de lettres, puisque j'ai cessé de lettres, sans mauvaise allitération, en 2005. Bien sûr, il s'agissait de préparer les élèves au bac, de leur apprendre à maîtriser la langue, à leur donner le goût de la lecture, mais avant toute chose, ma mission, c'était de faire de mes élèves des citoyens, car c'est la raison même de la démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans citoyens, c'est-à-dire sans des individus éduqués, formés à la raison, autonomes, libres de leur choix, indépendants de toute forme d'assignation et de tutelle. La citoyenneté, la laïcité, l'éducation, la liberté, voilà ce qui fait notre force, voilà ce qui fait notre unité, voilà ce qu'est la démocratie. Si nous cessons d'y croire, nous courons à notre perte. Par la suite, à travers de nombreuses réalisations de films documentaires, et Richard en a cité quelques-uns, je me suis intéressé tout autant aux tragédies qui ont jalonné le XXe siècle qu'à la justice, avec un focus particulier sur la justice internationale. Même après avoir quitté l'éducation nationale et l'enseignement, j'ai toujours gardé au cœur le souci des élèves et de ma mission première. C'est ainsi que la plupart de mes réalisations, et c'est pour moi une grande fierté, sont devenus des objets pédagogiques mis à la disposition des enseignants, et particulièrement des enseignants d'histoire, qui me sollicitent encore régulièrement pour des projections et des interventions. J'étais d'ailleurs encore la semaine dernière devant des élèves de première et de terminale d'un lycée de Tours. Je remercie donc vivement les membres du jury qui m'ont décerné ce prix, et notamment sa présidence, Abnous Chalmani, dont je partage tous les combats, et bien plus encore, et elle le sait. Merci à chacun et à chacune d'entre vous. Merci d'avoir su voir, d'avoir compris que, derrière des histoires véridiques qui sont rapportées dans ce roman, filées aussi d'un peu d'invention et de romanesque, d'un peu de style aussi, j'espère, il y avait bien plus qu'un état des lieux sur la grande période du terrorisme international des années 70. Certes, il s'agit de montrer l'horreur du terrorisme. Certes, il s'agit d'un réquisitoire à froid contre toute violence politique, toute forme de préjugés, d'intolérance, de déshumanisation. Toutes ces choses qui engendrent le passage à l'acte mortifère et criminel et dont les symptômes, les errements et les scories n'ont guère varié d'une époque à l'autre, d'une idéologie à l'autre, d'une terreur à l'autre. Mais il s'agit aussi pour moi d'un plaidoyer en faveur de l'humanisme, de la démocratie, de l'égalité, de la liberté et de l'universalisme. Cet universalisme, j'ai voulu l'incarner dans ce que je racontais, mais aussi dans la facture même de ce roman et par le point de vue qu'il adopte,
Aujourd'hui que les accusations d'appropriation culturelle, de cancel culture, bref, de toutes ces nouvelles formes d'intimidation qui voudraient nous confiner dans des identités étroites, comme autant d'assignations à résidence identitaire, comme autant de restrictions insidieuses de notre liberté. J'ai choisi de me mettre dans la tête d'un Japonais des années 60, d'un terroriste de l'armée rouge japonaise, d'un personnage qui n'a a priori rien de commun avec moi, mais au sujet duquel j'ai eu le souci de ne pas renier l'humanité, de ne jamais le prendre de haut. Raconter le monde, ses joies, ses horreurs, à travers les yeux d'un autre, demande un effort particulier. C'est pourtant, de mon point de vue, tout le génie de la littérature. S'extraire de soi-même, de sa condition, créer des passerelles aussi inattendues soient-elles, pour marquer et affirmer, indépendamment de tout ce qui peut nous séparer, une humanité commune, aussi indéchiffrable soit-elle parfois. Un universitaire américain me confiait il y a peu qu'il lui serait désormais impossible de publier une biographie de Martin Luther King, parce qu'il est blanc. J'espère qu'un constat aussi affligeant nous est et nous sera épargné. Merci d'avoir aimé ce livre, et merci plus encore de l'avoir récompensé. Pour goûter le style dont vous parliez, et qui évidemment a été aimé et apprécié, Françoise, à nouveau, va vous lire un passage de cet ouvrage. Il a 13 ans. Il est seul à la maison. Ses parents et sa sœur sont chez grand-mère. Il n'y est pas allé parce qu'il est malade. Une angine. C'est contagieux. Dans son lit, il pense à la valise. La valise cachée au-dessus de l'armoire dans la chambre de ses parents. Il se lève, la tête lui tourne. Il traverse l'appartement et entre dans la chambre. Il ouvre le tiroir de la table de nuit qui se trouve du côté où dort son père. Il sait qu'elle se trouve là. Il y a vu l'y déposer. Son père ne sait pas qu'il sait. Il prend la petite clé, puis va chercher l'escabeau. Il monte dessus. Sur la dernière marche, il étire son corps trop petit en pyjama bleu. Ses mains atteignent le haut de l'armoire. Ses mains sont dessus et avancent à tâtons. Du bout des doigts, il touche la poignée. Il s'en saisit et redescend avec la valise. Il introduit la petite clé dans la serrure. Il l'ouvre. Beaucoup de papiers et de dossiers à l'intérieur, de petits objets aussi, de médailles, un drapeau japonais, un uniforme militaire, bien plié, bien rangé. Un gros livre en cuir où il est écrit, gravé au milieu de la couverture, « Album photo ». Il ouvre l'album. Sur les premières pages, il y a des photos de paysages, des montagnes. C'est l'été. Et puis des photos de soldats qui posent ensemble avec le drapeau japonais et leurs fusils munis de baïonnettes. C'est l'été. Ils sourient. Ils ont l'air heureux et bien ensemble. Il reconnaît son père sur la plupart d'entre eux, en uniforme de l'armée japonaise, parfois hilar, parfois inexpressif. Il ne reconnaît personne d'autre. Il tourne les pages, des paysages, des militaires, des têtes coupées sur un tronc d'arbre. Des têtes coupées sur un tronc d'arbre. On a placé une cigarette à moitié consommée qui continue de fumer entre les lèvres de la tête du milieu. On distingue les traits blancs de la fumée de cigarette sur la photo. Il tourne les pages. Un homme au torse nu se fait éventrer par un militaire japonais. Un autre soldat utilise un katana pour décapiter un homme agenouillé devant lui, les mains attachées dans le dos. Un japonais en kimono d'apparat décapite un homme au milieu d'une foule de badauds, en pleine ville. Parmi eux, on voit des militaires japonais. La tête de l'homme agenouillé face à l'appareil photo est suspendue dans l'air. Elle est au moins à 30 cm de son cou. Le cou est barbouillé de noir, du sang.
Il tourne les pages. Un homme nu se fait éviscérer. Il tourne les pages. Un charnier de corps brûlés. Les corps calcinés se tiennent debout. On dirait un bosquet après un incendie. Les passants paraissent ignorer leur présence. Une femme tenant un enfant par la main. Un groupe de personnes âgées. Ils passent, ils sont indifférents. Il y a une inscription au crayon sur la photo, Nankin, 12e année de l'ère Chauvat. Il tourne les pages, des décapitations, un charnier dans un grand trou, des décapitations. La roue d'un camion militaire prise en gros plan. Sous le pneu épais, un homme écrasé, complètement écrasé. Il tourne les pages des paysages, il tourne les pages des paysages. Il y a quelque chose de bizarre sur l'un d'entre eux, une bosse sur le papier collant. C'est la photo du milieu, la plus grande. Il la détache de l'album et il y a une autre photo cachée en dessous. Il la décolle en tirant doucement sur les bords. C'est une femme nue, entièrement nue. Elle est allongée par terre. On voit très bien son sexe. Dans son sexe, il y a un bâton qui tient bien droit, presque perpendiculairement à son corps nu et blanc, tout blanc, entièrement nu. Elle est morte. Le bâton dans son sexe imberbe, son corps tout blanc. Il replace la photo sous celle du paysage en milieu de page. Il referme l'album, chaque chose à sa place. Les médailles, les petits objets, l'uniforme de l'armée japonaise, bien pliés, bien rangés. Il replace l'album dans la valise, il referme la valise, il tourne la petite clé dans la serrure, il replace la petite clé dans le tiroir de la table de nuit, il remonte sur l'escabeau, la tête lui tourne, il pousse la valise au plus loin sur l'armoire, la tête lui tourne, il a envie de vomir. Il range l'escabeau et retourne se coucher. Alors pour les plus observateurs d'entre vous, vous aurez peut-être repéré qu'il y a un troisième prix, alors que seulement 2 prix avaient été annoncés, mais le jury était extrêmement enthousiaste, fougueux, n'arrivait pas à se décider, à faire envie absolument qu'il y ait quelqu'un d'autre qui ait un prix. Donc comme c'était un jury totalement indépendant, en totale indépendance, ils ont décidé en rapport avec eux-mêmes qu'ils allaient créer ce troisième prix, qui est le prix spécial du jury. Alors, Amnous, hein, tu assumes, voilà, c'est toi qui annonce. On assume totalement parce qu'effectivement, c'est bien la preuve que les débats contradictoires ont duré très longtemps et que c'est peu d'eux. Donc, on a effectivement, on a d'abord pris la décision et après, on a prévenu le ministère, c'est mal. Mais voilà, on était intenables, il ne fallait pas nous laisser tout seuls. Et effectivement, à l'unanimité, parce que ce livre, on le trouve indispensable, j'allais dire parce que c'est la première, parce qu'elle écrit extrêmement bien, parce que c'est un livre optimiste, parce que c'est un livre qui parle de paix et non de guerre, et parce que c'est un livre qui regarde vers demain, parce qu'on a tous adoré ce livre, et parce que nous l'adorons aussi. Nous avons créé un prix spécial du jury coup de cœur pour Tristan Banon et la paix des sexes. Merci Tristan. Merci au jury intenable. Alors moi, je suis très émue à plusieurs égards. D'abord parce que je trouve assez merveilleux d'avoir créé ce festival. Et j'en félicite Madame la ministre chargée de la citoyenneté, parce que c'est quelque chose de très important, la citoyenneté. Et c'est quelque chose que beaucoup de nos concitoyens ont tendance à oublier. On a une chance énorme de vivre dans un pays dans lequel nous sommes citoyens. C'est pas rien, surtout ces temps-ci. Et je suis très, très, très honorée aussi de ce jury, de ceux que je ne connaissais pas et de ceux que je connais. Alors, pour purger tout de suite certaines questions, certains étonnements,
Je suis très honorée, Richard, que tu sois dans ce jury, parce que justement, c'est ça aussi la citoyenneté. Tout le monde a droit à un très bon avocat. Et je suis évidemment très fière qu'Amnous en soit la présidente, parce que nous partageons de nombreux combats. Et voilà, et donc ça m'émeut particulièrement. Après, à 2 titres, ce prix me touche. D'abord parce que la décision d'écrire ce livre, La paix des sexes, est venue d'un élan citoyen, justement. J'avais le sentiment que le combat féministe, celui qu'on voyait, qui n'est pas le vrai combat d'ailleurs, qui n'est pas ce qu'on appelle la majorité silencieuse, mais le combat féministe très radical et très excessif qu'on voyait souvent, avait tendance à oublier l'intérêt collectif. Et aussi louables soient certains combats, je pense qu'il ne faut jamais, jamais, jamais oublier de s'extraire de ces émotions immédiates pour se souvenir que quelque chose prime sur tout le reste. C'est l'intérêt que nous avons tous à vivre ensemble et à faire collectivité, à faire citoyenneté, à faire société. Et aucun combat aussi louable, humain, sincère soit-il, ne doit savoir faire oublier ça. Parce que sinon, c'est le vivre ensemble qui en souffre et en pâtit. Et c'est quelque chose qui peut mener, en tout cas c'est ma conviction, droit dans le mur, ériger des barrières entre les hommes et les femmes, diaboliser toute une partie des populations, vouloir des droits spécifiques, vouloir inverser parfois la charge de la preuve. Toutes ces revendications qui sont sincères et qui partent toujours de vraies souffrances et de vrais bons sentiments, réclament une société dans laquelle nous ne serions plus tous égaux. Et l'égalité est un combat que j'ai chevillé au corps depuis très longtemps, depuis bien avant tout ce qui m'est arrivé, peut-être pour des raisons personnelles et familiales. Et je pense qu'on a une chance énorme de vivre en France, dans un pays où le droit consacre la parfaite égalité entre nous tous, hommes, femmes, blancs, noirs, homosexuels, hétérosexuels, grands, petits, gros, minces, qu'importe. Et je pense justement que le combat aujourd'hui, le combat féministe, celui que je veux porter, qui est le féminisme universaliste, il est de faire appliquer ce droit au quotidien, parce qu'il ne s'agit pas de dire que tout va bien au quotidien, on en est très loin, et Madame la ministre, sait à quel point il y a encore de nombreux problèmes en termes de violences faites aux femmes, en termes de plafond de verre, et bien d'autres. Donc voilà, donc ça m'émeut à ce titre, et le fait que ce soit le prix spécial du jury, c'est marqué dessus, hein, prix spécial du jury, pour quelqu'un qui, comme moi, a toujours refusé d'être mise dans une case, qui a toujours refusé les assignations, qui a toujours refusé les prisons, fussent-elles dorées, et, comme je l'écris dans le livre, peintes d'un doré bon marché. C'est quelque chose d'assez jouissif, finalement, d'avoir un prix spécial qui fait un peu un pas de côté. Et ça me va assez bien. Donc, je voudrais tous vous remercier. Merci beaucoup. Et évidemment, vous pourrez découvrir le livre par la voix de Françoise de Tristan Banon, qui vous permettra, une fois de plus, de vous tourner vers cet ouvrage peut-être, pour à votre tour le découvrir. Sur l'échiquier victimaire, je reste une référence. Je suis un cas d'école. Mon histoire valide tous les excès. Je suis devenue le bras armé d'un combat qui refuse toute nuance. Je suis l'arme d'une guerre qui n'est pas la mienne. Je ne suis pas fière d'avoir été victime. Je n'en ai pas honte non plus. Je ne revendique aucun statut victimaire. Je n'en fais pas profession. J'ai fait ce que je devais faire. C'est un moment de mon histoire personnelle. Je refuse la guerre des sexes. Elle n'avait de sens que pour imposer l'égalité de nos droits. Il y a de l'honneur et de la dignité à baisser les armes quand on a vaincu le dernier soldat. D'autres guerres sont à mener,
celle-ci porte l'échec en son sein. Je suis nuancée. C'est une hygiène de vie. À agir sans nuance, on éveille le pire en nous, celui qui conduit au recul de toutes les luttes. Je veux l'exigence de la nuance. Je suis une femme, je ne suis pas une victime. Je l'ai été, ces choses-là passent. C'est ma première nuance. Quand le statut de victime tend à devenir une valeur ajoutée, un anoblissement que certains veulent acquérir à tout prix comme on cherche à atteindre un statut social, je pense au contraire qu'héoriser la victime, plutôt que de vouloir la respecter, c'est tuer la guerrière, assassiner la créatrice, valoriser la soumise, poser un interdit sur le fait que la femme soit l'égale de l'homme. Je ne dis pas que les femmes ne rencontrent pas encore aujourd'hui bien des maux qu'il faut vouloir guérir. Je dis que les inscrire dans une guerre de sexe perpétuelle, en appelant à la rescousse le passé d'une société au sexisme systémique clairement établi, ne convient pas. Enfermer la femme dans un rôle de victime de toute éternité revient à l'enfermer, du fait de son sexe, dans une prison que l'on voudrait peindre d'un doré bon marché, en faisant de la victimisation une revendication sociale magnifiée. Nous tenons dans les mains les clés de la prison que nous dénonçons. Penser que le combat pour l'égalité est un combat des femmes contre les hommes est une idée anachronique et archaïque. Mon genre porte en lui des années de servilité forcée et de domination légale, de patriarcat institutionnalisé, une nécessaire révolte de son être. Mon sexe porte en lui son passé. Il n'est pas de passé qui ne doivent être dépassés. Aucun déterminisme ne l'empêche. Je vais de l'avant, comme beaucoup de femmes, au même titre que les hommes, de ce pays et de mon ère. Il n'y a qu'ensemble que nous mènerons à bien le combat de l'égalité quotidienne. La nouvelle bagarre est là, et c'est un enjeu collectif dont il serait fatal de vouloir exclure les hommes. S'habituer à l'égalité, se l'imposer à soi-même, l'exiger de l'autre au nom de tous, briser les schémas, faire appliquer les lois, former les esprits, éduquer les citoyens. Admettre qu'il n'est, en France, de société patriarcale que celle qu'on invoque de toutes ses forces est le premier pas sur ce chemin. Or, la question est de savoir si nous voulons vivre en démocratie ou en victimocratie. Je suis née dans un pays qui doit s'unir pour survivre. La guerre des genres est un tango funeste qui conduira à sa perte notre égalité lumineuse. Apprendre à s'unir plutôt qu'à se désunir. Avancer dans le même sens, ne fût-ce que par l'instinct de survie, est notre seule issue face au combat qu'il nous reste à mener. Désormais que les lois de l'égalité existent, c'est à nous tous de réfléchir aux moyens de les faire appliquer. C'est à nous tous de nous éduquer et d'éduquer les autres. Bien des batailles féministes restent à mener. S'aliéner la moitié de l'humanité pour y parvenir est une hérésie. Je pense que la parole... Non, si, Marlène, évidemment. Je pense que la dernière parole, elle est pour vous, évidemment. Ce sera simplement un merci. J'ai oublié de mentionner le quart d'heure de la lecture à l'école. Et en fait, ma sœur, qui est conseillère pédagogique, m'a dit tout à l'heure en venant que si je ne le faisais pas, Jean-Michel Blanquer serait sûrement pas content. Donc, je veux mentionner le quart d'heure de la lecture à l'école, c'est très important. Et au-delà de la plaisanterie, je veux rappeler que lire, je pense que c'est une hygiène de vie. Il y a quelque chose qui me choque toujours, c'est quand j'entends des gens dire « j'ai pas le temps de lire ». On a le temps de manger, de respirer, de dormir. Donc oui, on a 5 minutes pour lire. Et je crois que là, on repart avec 5 minutes, un quart d'heure, 1 heure, une petite journée de lecture possible en plus. Je veux dire merci, je veux dire bravo.
à nos 3 lauréats. Je suis extrêmement fière de vous voir ici récompensés. Et je veux dire merci à Françoise pour ces mots. En train de vous écouter, j'étais en train de me dire que si certains discours politiques étaient prononcés comme ça, je pense qu'on n'aurait pas de problème d'abstention. Ce sera mon mot de la fin. Merci à vous tous. Merci.